Quexkina, ici Alexandre, accompagné de mon collègue André Duzdomaine. Cette semaine, nous avons Sonia Bonspil-Boileau pour nous parler un peu de son projet, de son dernier projet pour toi, Flora. Fait que, normalement, on donne toujours un petit peu la parole à nos invités pour s'introduire. Fait que si tu peux t'introduire, Sonia. Oui, ben, Sego Sewaguego, Sonia Yonjats, Bonspil-Boileau Tewaksa Nazare, Ganyagehaga Najadota. Wagatsununi Tigangues, je suis super contente d'être ici avec vous, puis de jaser avec vous de la série et de tout plein de sujets qui vous tentent finalement. Alors, je vous écoute. Oui, alors bonjour Sonia. C'est un plaisir de t'avoir, surtout que tu nous as fait faux bond la semaine dernière. Oui, effectivement. Mais avec des bonnes raisons, j'en suis sûr. Mais non, sois pas désolé, ça nous fait encore doublement plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, alors là, écoute, on ne peut pas faire autrement avec toi de parler de cet énorme événement qui est pour toi, Flora, la série que tu as à la fois écrite et dirigée et qui a donné lieu à plein de premières fois. D'ailleurs, on pourra entrer dans les détails, mais est-ce que tu t'attendais à un tel intérêt pour la série quand tu l'as lancé, quand il y a eu la conférence de presse? Ben en fait, j'avoue que ça fait déjà plusieurs mois, je dirais, que les gens avec qui je travaille sur la série, autant les diffuseurs, là, l'équipe de Radio-Can, puis même l'équipe d'APTN, que les collaborateurs au niveau des survivants qui ont vu les montages bien avant le grand public. Puis aussi les gens qui ont participé au doublage en Anishinaabe-Moine. Donc, tous ces gens-là qui avaient vu la série il y a plusieurs mois me le disaient, ça va être gros quand ça va sortir, ça va être gros. Fait que même si on me le disait, fait que j'étais quand même un peu préparée, mais même à ça, c'est sûr que ça fait ça a fait comme une grosse vague là, après le lancement. Là, c'était une vague pas super facile à gérer dans le sens que beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire à quel point ils ont été bouleversés, touchés. Beaucoup de survivants, puis d'enfants de survivants, en fait, la génération en dessous, qui m'ont dit, ben, merci, j'ai l'impression de comprendre plein de choses, de reconnaître mes parents. Puis d'un autre côté, ben moi, sur le plan personnel, j'ai perdu ma mère en même temps. Ma mère est décédée le jour du lancement de la série. D'ailleurs, c'était pour ça que la semaine dernière, il a fallu que je vous fasse faux bon. Puis fait que c'était beaucoup d'émotions en même temps, une espèce de fierté de enfin voir la série dans l'univers, puis de voir la réponse de la série des gens. Mais en même temps, de mon côté, avoir à vivre cette espèce de tourbillon émotif difficile, d'autant plus que, mon grand-père qui est survivant de pensionnat, il est décédé il y a plusieurs années, puis la génération en dessous, c'est ma mère, là, je perds ma mère, fait que c'est juste vraiment un drôle de tourbillon émotif, on va dire ça comme ça. Oui, le mixed feelings pour parler en français, oui. En tout cas, bravo. Moi, je suis encore impressionné. Je l'ai vu en rafale ce matin et je suis encore effectivement sous le choc. Ce qui est frappant, c'est comment parce que ça, c'est un piège. Hein. Je regardais, le piège, c'était parce que la série télévisée, maintenant, c'est très codifié. Hein. Déjà, la télé impose son rythme avec les moments où il faut qu'il y ait des arrêts pour la pub. Alors donc, déjà là, la série maintenant, qui est redevenue une forme de narration fictionnelle majeure, l'est devenue aussi, mais en même temps, l'est devenue avec un moule qui est déjà là. Et je pense que le défi, ça, j'aimerais ça que tu m'en parles, parce que le défi
de rentrer dans un moule, c'est que parfois, on peut échapper le propos. Alors là, ça demande un doigté bien particulier au niveau de la narration, surtout qu'on n'est plus du tout dans les formes narratives traditionnelles aux Premières Nations. On épouse une forme qui nous vient de l'extérieur pour y faire rentrer notre contenu. Et j'aimerais que tu me parles de tout ce travail d'élaboration scénaristique et comment tu as trouvé l'équilibre, dans le fond, entre la télévision qui est, ça a beau être Radio-Canada, ça demeure commercial. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup de commerciaux. Et la gravité du sujet, puis l'intensité du sujet pour toi, puis pour le monde avec qui tu travaillais, parce que c'est notre histoire, après tout. Oui, c'est sûr que ça, c'était vraiment pas facile parce que je jonglais avec plusieurs facteurs qui sont presque au-delà de moi, dans le développement surtout, parce que tu as les attentes du diffuseur qui connaît son public, qui justement ont des codes ou des façons de raconter certaines histoires avec des durées de blocs prédéterminées, puis tout ça. Donc, il y a comme vraiment là, les codes de comment raconter une histoire à la télé. Avec ce que moi, j'ai envie de faire, moi, je viens plus de l'école du cinéma, à quelque part. Donc, il y avait quelque chose que je voulais une signature cinématographique qui me ressemble de ce que je fais d'habitude. Et évidemment, il y a les attentes des survivants avec que je travaillais en développement. Puis ça, c'était vraiment important que la série reflète ce que eux voulaient voir à l'écran. Donc, c'était trouver là, la ligne qui faisait que tout le monde se sentait bien dans la façon de raconter l'histoire. Puis, je pense qu'on y est parvenu je pense que l'outil de la voix narrative, la narration de Rémi, a vraiment permis de garder quelque chose d'authentique, c'est-à-dire une espèce de poésie qui est vraiment propre à la façon qu'on raconte nos histoires. Tu sais, juste la transmission orale, l'importance de la transmission orale, je pouvais garder ça en donnant une voix à Rémi qui nous portait, tu sais, qui portait l'histoire. Puis laisser la place, tu sais, à des silences, à des images, à du territoire. Je pense que ça a permis de garder une certaine forme qui est plus propre à nous dans la façon de raconter l'histoire. Aussi, tu sais, je pense qu'il y a un élément qui était super important des survivants avec qui je travaillais qui me disait qu'ils ne voulaient pas que ça soit hyper graphique comme série. Puis moi non plus, j'avais pas envie de faire ça. Moi, c'est pas le genre de truc que j'aime faire de toute façon. Fait que c'était aussi trouver comment raconter ce qui était difficile à raconter, mais de manière à ce que ça soit plutôt suggéré que visuellement plaqué, tu sais, que super montré. Puis ça aussi, ça c'était peut-être plus dans la réalisation, mais c'était aussi dans la scénarisation. Donc, comment représenter certains moments qu'on ne peut pas faire semblant qu'ils n'existaient pas, parce que le but, évidemment, c'est de dénoncer puis d'en apprendre, mais de le faire avec respect puis qu'on ne fasse pas ce qu'on appelle des fois du trauma porn, là, d'exagérer le visuel pour des effets de sensationnalisme et des effets chocs. Je voulais rien savoir de faire ça. Puis, heureusement, j'avais les diffuseurs de mon bar pour ça aussi qui disaient non, on te laisse la liberté créative là, pour trouver une façon de nous apporter ces choses-là sans que ça soit vulgaire à l'écran. Effectivement, il y a une belle utilisation de l'ellipse de la porte fermée, hein, qui aussi bien en psychanalyse qu'en analyse des récits. Là, il y a toujours là quelque chose, parfois justement laisser place à l'imaginaire, parce que s'il y a des choses que si on montre, elles sont trop terribles, on les rejette. Hein, particulièrement quand il s'agit d'enfants. Je me souviens toujours du fameux livre L'entretien Truffaut-Hitchcock, où dans un de ses premiers films en Angleterre, le sabotage, il y avait un enfant qui se promenait avec une bombe, et l'enfant meurt dans le film. Hitchcock a dit, j'ai appris là que c'était une erreur majeure. On ne fait pas mourir un enfant à l'écran. Il peut mourir, on ne le voit pas mourir à l'écran. On suggère, oui. On suggère. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait dans le cas de la mort d'Edouard. Hein? On sait qu'il va mourir,
sait qu'il est mort, mais on n'assiste pas à sa mort. C'est un autre exemple. Puis évidemment, les scènes de viol, on sait comment à l'écran, ça peut être insoutenable, on ne peut pas les voir. Et là aussi, des scènes d'abus ont été suggérées, mais vraiment pas masquées. Et là aussi, ça demande une habileté de réalisation qui est et un doigté. Et tant mieux si effectivement tu as été appuyé là-dedans. L'autre chose aussi qui m'a frappé, et là je suis tout à fait en contradiction avec ce que Dumas a écrit dans la presse, là, je sais pas, pour moi, il avait mal digéré sa côtelette de mouton de la veille, là, je ne sais pas trop. Parce que, tu sais, dans la codification des séries, il y a toujours cette, si on parle du point de vue cinéma, une hyper-présence de la musique, mais ça fait partie du code de la série télévisée. Et il dit et ça ne date pas des années 90, contrairement à ce que dit le chroniqueur de la presse. Il suffit de regarder les séries actuelles sur Netflix pour voir que c'est il y a vraiment, et souvent, un abus justement du tonus émotif par la musique. Et là, ce qui m'a frappé aussi, c'est là aussi, il y a une pudeur pour toi, Flora. Et j'aimerais que tu me parles de ça parce que ça, on sait qu'il y a beaucoup de monde impliqué, évidemment, au premier titre, la réalisation, mais aussi le mix, le choix de la musique, ceux qui l'ont composé. Et là, souvent, on n'en parle pas, mais c'est un gros travail, ce travail sur la bande-son. Et là on voit comment un bon travail peut justement amener la pudeur face à des sujets hautement émotifs et qui viennent nous chercher très loin, mais qui viennent nous bouleverser sans nous traumatiser. Voilà. Oui, absolument. En fait, de toute la critique de M. Dumas que je n'ai pas lu au début, mais là, tout le monde me taguait puis me disait de le lire. Mais bon, c'est vraiment le bout de la musique que j'ai été le plus fâchée parce que je me disais, j'adore la musique dans Porto Flora parce que j'ai juste, quand j'ai rencontré, c'est Franny Holder qui a été la compositrice principale. Elle est dans Dear Criminals, puis dans Random Recipe. Elle a fait beaucoup de collaborations avec plein d'artistes autochtones. Je la connaissais à cause de ça, justement. Mais je savais que ça me prenait quelqu'un qui avait déjà fait de la série parce que notre mode de livraison et le cycle de post-production sur ce projet-là était vraiment rapide. Donc, ça prenait quelqu'un qui savait comment ça fonctionnait avec Radio-Can puis tout ça. Mais elle a collaboré avec Anacnid pour toutes les voix. Elles ont eu des séances en studio extraordinaires. Ça l'a donné des... Les premières fois que j'écoutais là, certaines pièces qu'elles faisaient ensemble, j'avais des frissons. Puis au début, j'entendais pas nécessairement beaucoup de musique. J'en entendais à certains moments, mais finalement, c'était tellement beau qu'on a fini par en mettre plus qu'au début, ce qu'on avait en tête au début, ce qu'on avait à l'oreille, je devrais dire au début, parce que c'était tellement touchant, c'était hyper évocateur, c'était très planant. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Il y avait quelque chose de très profond, mais léger en même temps, tu sais, dans les voix. Puis aussi le thème qui a été composé et chanté par Quena Boivin-Bellemare. Ça faisait partie du récit dans l'épisode qu'elle chantait une berceuse à ses enfants. Puis c'était tellement beau, la berceuse qu'elle a créée, que j'ai demandé à Franny s'il y avait moyen qu'on s'inspire de cette berceuse-là pour, à partir de là, créer l'environnement sonore avec Anacnid. Puis Franny, elle a dit oui, absolument. Donc, c'était le fun d'avoir ces deux voix de femmes autochtones fortes composées avec Franny. Puis tout l'espace audio ça a été un travail extraordinaire. Là. Juste créer l'espèce de sentiment d'emprisonnement quand les enfants sont dans le pensionnat, tout l'environnement sonore qui a été créé en fonction de créer cette espèce de sentiment d'être pris. L'équipe a fait un travail
magnifique. Puis tu sais, le contraire, quand on est sur le territoire avec Rémi chez lui, ça sonne large, ça sonne gros, ça sonne, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a du vent, ça respire. Donc, toute cette création-là, audio, là, moi, j'ai appris vraiment beaucoup, tu sais, parce que moi, je viens de l'école où est-ce qu'on fait quasiment tout nous-mêmes. Fait que là, c'était le fun de pouvoir travailler avec une équipe qui avait, tu sais, vraiment souvent fait ça, puis qui sont hyper professionnels, puis qui sont super créatifs, puis ont juste réussi à prendre le matériel puis à l'élever à un autre niveau que, tu sais, que même moi, tu sais, je pensais même pas qu'on pouvait aller là, puis on est allé là, puis c'était vraiment, vraiment, je suis super contente de ce que ça a donné. Hein. Rappelle-nous qui a fait le mix, parce que là aussi, c'est remarquablement bien ficelé. Oui, hey, écoute, ben là, je veux pas, c'est parce que j'ai peur d'oublier des gens, là, mais je suis en train de. Ben, c'est Luc Manville qui a fait le mix. Puis là, je cherche les autres noms parce que je veux pas en oublier, mais là, c'est sûr, je vais en oublier pendant que je cherche. Mais en Ben tout non. cas, quand je vais les trouver, je vais les nommer puis je vais toutes les dire. Ben mais non, c'est on une- va éviter les gens de faire une pause au générique quand ils Oui! verront la série, parce que ça passe trop vite. Là. Ah, je Il sais. y a des artisans là, qui ont fignolé des choses et c'est bon et c'est ce que j'aurais dû faire. Moi, je me serais Mais souvenu des noms. Mais effectivement, faut le faire parce que là, il y a un travail de méticuleux, de pro, qui est vraiment souligné, d'autant plus que, justement, comme on le disait, le sujet est délicat. D'ailleurs, à propos de la musique, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est, je pensais, quoique c'était une autre utilisation, mais là aussi très présente et qui donnait des dimensions à l'histoire, c'est dans Bootlegger, où la musique est très liée au territoire. Hein, c'est inspiré de chant de gorge et presque toujours elle devient très présente quand il y a des plans aériens sur le territoire et tout d'un coup, le territoire devient comme un personnage. Et là, tandis que pour toi, Flora, ce qui m'a semblé, c'est que ça élevait l'anecdotique au niveau historique. Parce que, évidemment, quand on raconte une histoire particulière, on a beau mettre un panneau au début pour dire c'est 150 000 enfants, c'est un siècle d'histoire et tout. Reste que quand on rentre dans la matière, c'est une histoire, c'est certains personnages, une histoire particulière. Et là, on dirait que la musique, justement, parce qu'il y a toujours un peu un accent traditionnel, c'est peut-être la berceuse qui fait ça, peut-être l'instrumentation. Tout d'un coup, on est élevé au niveau historique. Ce qu'on voit, c'est pas juste ces personnages-là, c'est pas Desperate Housewives, c'est l'histoire, une histoire du Canada qui nous est racontée. Mhm. Ben, tu vois, je n'avais même pas vu ça comme ça, moi, parce que les indications pour la musique, c'était vraiment en suivant les courbes émotives des personnages. C'était plus ça, les indications. Surtout Flora, puis surtout Flora à l'âge adulte. C'est-à-dire que certains retours de pièces ou certains instruments, certains venaient avec là où était rendue Flora dans son cheminement. Mais je pense que tout ce que tu viens de nommer, ça s'est comme probablement fait accidentellement dans la création, mais c'était pas forcément prévu comme ça, mais c'est super intéressant. Moi, j'avais l'impression que la mère était très présente dans la série. Surtout quand tu parlais, quand tu disais que la berceuse de Poena ça a été inspiré de ça pour la trame sonore. Moi, je l'ai senti que genre, tout le long, j'étais comme oh, la mère est là. La mère était, on peut entendre la berceuse à travers la trame sonore, puis ça ressemble aussi à la berceuse que ma mère me faisait quand j'étais jeune. Oh, c'est vraiment beau. Je sais pas si les gens faisaient cette berceuse-là dans les autres communautés, mais ça ressemble beaucoup à la sonorité que ma mère chantait quand mon petit frère était petit. Là. Mais c'est peut-être parce que Quena est atikamekw. C'est peut-être Oh, une inspiration, parce que elle avait carte blanche sur comment la faire. Moi, je lui ai dit, je veux que ça vienne de ton cœur, je veux que tu te sentes à l'aise avec ce chant-là, je veux que tu sois fière de ce que ça donne.
Puis, à un moment donné, elle m'a envoyé un message audio de ce qu'elle avait comme idée, comme composition. Puis, c'était comme pas mal presque du premier coup, là. J'ai comme fait, ben oui, c'est ça. C'est touchant, c'est lyrique, c'est vrai, c'est authentique, c'est doux. Ça fait que c'était comme parfait pour nos personnages. Là. Ça représente quand même, je trouve, l'arrachement que les enfants ont eu. Genre, je pense que mon père, jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours eu la difficulté avec la séparation de ses parents. Ben, en fait, c'est un des. Tu sais, de tout ce que les survivants voulaient véhiculer comme message là, quand on était en phase de développement, c'était une des choses qui revenait le plus. C'était ça, c'était la séparation avec leurs parents, puis de penser à la peine de leurs parents aussi. Tu sais, par la suite, c'est devenu pas de la rancune, mais tu sais, ça s'est transformé en quelque chose de négatif, mais au départ, c'était non seulement l'espèce de sentiment d'abandon, puis d'être tout seul, puis tout ça, mais c'était aussi avoir de la peine pour ses parents qui, là, se ramassaient sans enfants. Tu sais, il faisait, même en tant qu'enfant, il se faisait de la projection sur la peine que les parents vivaient. Fait que quand j'ai comme compris ça aussi, j'ai dit, OK, ça aussi, il faut que ça fasse partie du récit. Fait qu'on faut qu'on voit la peine des parents, puis comment véhiculer ça quand on est surtout avec les enfants. Ben, je dirais que faire appel à la berceuse à des moments clés, ça l'aidait aussi à accentuer ça, là, la séparation. Puis la berceuse qui présente, tu sais, souvent dans la série, mais avec des fois, elle est juste en fond, tu sais, puis justement, il y a un petit rappel de la berceuse à des moments clés dans la courbe de Flora, puis des fois, elle est loin, tu sais, au niveau de la sonorité, elle est vraiment loin, des fois, elle est plus près, puis ça aussi, ça dépend où Flora est rendue, elle, tu sais, dans tout ça, là. Mais effectivement, la grossesse et l'enfantement sont des points toujours c'est ce qui ponctue toute la série. Et de fait, la berceuse, j'imagine, dans à peu près toutes les cultures, c'est ce qui nous rattache à la plus tendre enfance. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ce qu'on entend, déjà on entend, quand on est dans l'utérus, on entend encore les sons extérieurs, c'est parmi nos premières sensations. Et donc, la sonorité et le fait d'être coupé de cette sonorité enveloppante, c'est certainement déjà là une résonance très forte quand on parle de séparation. Et là, bien évidemment, la séparation est doublement brutale parce que ce n'est pas seulement une séparation avec les parents, c'est un arrachement à son milieu naturel, ce qui est très bien rendu, encore une fois, dans la série. Alors, ceux qui nous écoutent, là, si vous n'avez entendu parler, ben, c'est parce que ça vaut la peine d'être vu. Alors, courez à tout.tv pour voir Flora. Autre chose aussi qui m'a frappé, je me souviens parce que c'est là qu'on avait fondé en 90 Terres en vue, et on parlait beaucoup à l'époque c'était une série, je pense que c'était 1 heure télé, qui avait été faite à CBC, qui s'appelait Where the Spirit Lives, ou Where the Spirit Speaks, l'un des deux. Where the Spirit Lives, oui. Where the Spirit Lives, dont tu connais, et c'était en 89, c'est sorti, donc juste avant. Et là, on avait voulu le projeter, mais c'était compliqué, il y avait des questions de droit, de format. Bref, on n'avait pas réussi à le projeter, mais on l'avait vu, puis on était impressionnés. Et fortement ébranlé, disant enfin, il y a une histoire qui sort, mais cette histoire-là est sortie, mais n'a pas tellement été entendue, même si ça a été projeté à 1 heure de grande écoute. Alors donc, c'est pas tout d'avoir la bonne chose à dire, il faut arriver au bon moment pour le dire. Et là, je pense que effectivement, avec la découverte des sépultures anonymes, les excuses du pape, les excuses, bon, ça fait déjà quelque temps que tu l'as intégré dans la série, les excuses du gouvernement canadien. Tu arrives quand même dans un moment où les gens sont
c'est formidable parce que là, les oreilles sont ouvertes. Là, oui, puis c'est une drôle de coïncidence. D'ailleurs, mini parenthèse, c'est tellement bon, When the Spirit Lives. Moi, je l'avais regardé quand j'étais jeune, puis j'étais hyper touchée. Je sais pas pourquoi. C'est ça, je pense que c'est une question que les gens n'étaient pas prêts à le recevoir, peut-être. Et il y a peut-être aussi la lentille à travers laquelle c'est raconté, parce que c'était quand même une équipe entièrement non autochtone qui racontait cette histoire-là. Ça a peut-être je sais pas, ça a peut-être changé notre façon de le percevoir, mais quand, quand moi j'ai pitché cette série-là pour Toflora, c'était en 2016, 2017. C'était bien avant toutes les découvertes des 2 dernières années, disons, dernière année même. Puis quand on était censé tourner pendant la COVID, on a repoussé le tournage et c'est en repoussant le tournage que tout ça est sorti. Et c'est quand même une bonne chose qu'on ait repoussé le tournage, parce qu'il a fallu que j'aille un peu réécrire certaines affaires, parce que j'avais vraiment, tu sais, ben, c'est plate à dire, mais comme peinturer une image de la société très, très, très ignorante des pensionnats au Québec, alors que là, avec tout ce qui sortait, c'était comme, bon, ben, OK, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, mais l'ignorance, c'est un peu moins crédible en ce moment. Fait que j'ai dû changer un petit peu, pas tant au niveau de la courbe principale des personnages principaux, mais des personnages secondaires, puis ça a un peu changé. Mais oui, je pense qu'André, tu as raison dans le sens que il y a vraiment une volonté en ce moment, une volonté sociale de mieux comprendre, d'écouter, puis avec écouter vient voir aussi, là, tu sais. Puis moi, je crois encore que la télé, malgré le côté conventionnel dans la façon de raconter une histoire, la télé a ce pouvoir-là d'aller chercher des gens puis leur faire sentir des émotions tu sais, quand tu ressens des émotions, tu as automatiquement de l'intérêt pour un sujet, donc tu éduques sans vraiment dire que c'est une série éducative. Tu apprends quand même des choses aux gens par l'entremise de l'empathie. Tu sais. Fait que je pense que cette empathie-là, ça aurait peut-être été plus difficile à aller la chercher il y a 10 ans, je pense. Tu sais, fait que oui, la série arrive au bon moment. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'égo d'humain à ce moment-là. Oui, probablement. Un bon point, Alexandre. En fait, ouais. Parce que je sentais la façon qu'Hugo avait écrit, c'était comme s'il était mal à l'aise d'être dans la salle. Ben, en tout cas, il était, ça paraissait, malheureusement. Oui, d'ailleurs, c'est convenu, mais c'est quand même très bien fait, justement, d'avoir. C'est souvent dans les contradictions entre deux personnages qu'on peut rendre certaines idées. Et là, par exemple, l'idée de fermeture, d'avoir le mari de Flora, militant catholique chrétien, pour qui, évidemment, la pilule est beaucoup plus dure à avaler. Déjà, ça rend cette fermeture-là. Puis en même temps, ça nous la fait comprendre, parce que c'est quand même un personnage qui est sympathique, qui a une bonne volonté. Oui, il est quand même très attachant malgré tout, tu sais. D'ailleurs, c'était quand on tournait, des fois, on avait des grosses conversations. Jean l'Italien, c'est un homme extraordinaire, hein? Il est magnifique, là. Il est tellement, tellement gentil, puis c'est le fun de travailler avec lui. Mais lui-même disait, mais voyons, il est quand même gentil, Marcel, pourquoi qu'il dit ça, tu sais, sur ce ton-là? Puis je disais, oui, mais c'est parce que la plupart de la société vit dans une zone grise, c'est pas noir ou blanc, t'es pas gentil ou méchant. On vit tous dans dans la zone du milieu. Et ton personnage est basé sur quelqu'un que je connais. Puis moi, je te le dis, là, il dirait ça comme ça. Puis c'est correct qu'il soit un peu gentil, un peu méchant, qu'il ait des bonnes intentions, qu'il veut des bonnes choses pour sa famille, mais de manière très égoïste. Puis il ne faut pas que ça vienne ébranler son quotidien. Tu sais. Ça existe des gens comme ça. Fait que, mais c'était tout le temps un sujet, tu sais, quand on parlait des personnages, là, c'était quand même difficile à saisir, parce que c'était difficile de comprendre que quelqu'un qui a des bonnes intentions peut quand même être plein de préjugés, puis de jugements, puis tu sais, c'est intéressant. Oui, c'est vrai aussi de la sœur là, qui est très proche des enfants, qui prend leur défense, mais qui en même temps leur rentre le christianisme
à coup de gentillesse un peu trop forte. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu amènes là. J'aimerais que tu parles. Ça veut dire que tu avais quand même puis, te connaissant, j'imagine, c'est pas toi qui est extrêmement directive et sur le plateau. Donc, tu avais ce dialogue avec les comédiens. J'imagine les comédiens autochtones qui, eux aussi, soit ont vécu eux-mêmes, soit c'est leurs parents, leurs cousins. En fait, c'est une histoire très, très proche qui vibre très fort pour eux. Et les personnages que tu amènes, ils connaissent tous des gens qui sont ce personnage-là ou proche de ce personnage-là. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait parfois est-ce que tu as eu des résistances, par exemple, des gens qui disaient non, il n'est pas comme ça, ou d'autres qui t'en rajoutaient, disant il devrait dire ça plutôt que ça? Est-ce que ça se passait aussi comme ça sur le plateau, vous n'aviez pas le temps, parce que faut que ça aille vite aussi. J'avoue que ça, c'est une chose, hein, on dirait que je ne m'habituerai jamais à un rythme de tournage de télé. Là. C'est waouh, ça va vraiment, vraiment vite. Mais ben, moi, c'est ça, là, André, je pense que tu me connais. Là, je suis une réalisatrice de comédiens, c'est-à-dire que j'aime beaucoup collaborer avec les comédiens, j'aime beaucoup leur laisser de la place, essayer des choses. C'est sûr qu'en télé, c'est un peu plus difficile, mais en même temps, moi, je ne suis pas très autoritaire. Là. Je ne suis pas très. C'est de même. J'aime mieux collaborer. Puis, j'étais très, très, très consciente du poids de ce qu'on racontait. Donc, si un comédien n'était pas bien dans une certaine situation, je l'adressais tout de suite, puis on voyait comment on pouvait, sans changer la courbe de l'épisode, voir comment on peut tourner pour que tout le monde soit à l'aise avec la scène, avec ce qu'elle veut dire, avec ce que les personnages disent, surtout pour protéger les enfants. Ça, c'était évidemment toutes les scènes avec les enfants, on les tournait de façon à ce que ça reste très, très ludique et le fun, malgré le sujet, puis qu'ils ne soient pas très conscients du poids de la scène. On tournait ça de façon stratégique, mais avec les comédiens professionnels, c'était beaucoup de conversations. C'était vraiment, je pense, important pour surtout ceux qui jouaient, les religieux dans le pensionnat, qui avaient accès à des survivants sur le plateau. Donc, ils pouvaient avoir des conversations avec eux, autant pour probablement émotivement juste rappeler pourquoi ils faisaient ce rôle-là, pour qui ils faisaient ces rôles-là, mais aussi pour des raisons d'authenticité, de ton de voix, puis dans le cas d'André Robitaille, bien évidemment, de la langue Anishinaabe-Mohin, hein, parce qu'il y avait beaucoup de répliques en Anishinaabe-Mohin. Puis oui, il y a eu des moments très chargés émotivement avec les parents de nos enfants, parce que, tu sais, quand je pense à justement la petite Sarah qui joue à Bugoni, elle a 3 grands-parents sur 4 qui sont allés dans un pensionnat, puis elle est très, très consciente de ça. Donc, elle était consciente de l'histoire qu'elle-même, là, du haut de ses 8 ans, 7 ans, 8 ans, comprenait le poids de ce qu'elle racontait. Puis ça, il y avait des moments émotifs où tu sais, elle-même éclatait en sanglots, puis sa mère aussi, puis moi aussi, puis on vivait notre moment en larmes, là. Donc, ces moments-là, on pouvait pas, tu sais, s'il fallait prendre une pause, puis si Sarah avait besoin d'une pause de tournage, bien, on prenait une pause. Oui, ça va vite, là. Oui, je sacrifiais des choses en fin de journée. OK, bébé, finalement, ce plan-là, on le fera pas, ce plan-là, on le fera pas. Mais le bien-être de cette famille-là est pas mal plus important que ce plan-là ou ce plan-là. Fait qu'eux autres venaient avant, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de sacrifices de réalisation quand tu portes une histoire comme celle-là, parce que les humains passent avant. C'est ça. D'ailleurs, j'allais y venir, j'attendais un peu parce que je suis sûr que c'est la question que tout le monde aborde avec toi, c'est la direction d'acteurs-enfants. Hein, parce que, d'abord, évidemment, oui, le sujet est délicat. Ça, disons, oui, je peux comprendre comment on peut aménager les tournages pour que la lourdeur de l'histoire les envahisse pas. Puis je dirais que c'est probablement pas le plus dur, parce que effectivement, quand on tourne, c'est section séparée, puis là, on tourne un plan. Bon, c'est comme un des mortels rêve de voir un plateau de tournage, puis quand ils y sont, ils disent c'est bien plat, on attend tout le temps. Tout le temps. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pas cet aspect-là qui m'a le plus
qui m'intrigue le plus, au contraire, mais c'est plutôt comment on fait pour qu'ils soient aussi authentiques dans leur jeu, sans justement qu'ils aient à vivre des traumas. Je ne sais pas, moi, dans un film italien, j'ai vu ça que De Sica aurait tapé la gueule du petit gars dans le voleur de bicyclette parce qu'il ne voulait pas pleurer. Alors il l'a tapé. Le petit gars pleurait. Je me dis, c'est un peu atroce, c'est un peu intense, ça. Je suis jamais capable de faire. Toi, tu ne ferais pas ça, je sais. Alors, comment tu faisais? D'ailleurs, moi, je suis comme un peu l'inverse, là. Tu sais, sur, ben là, c'est une autre parenthèse, un autre projet, mais sur Rustic Oracle, quand Lake, elle pleure à un moment donné, moi, j'ai pleuré à la fin de la scène quand on tournait parce que je me sentais coupable d'avoir fait pleurer une petite fille. Tu sais, je me disais, ça se peut pas, je suis en train de faire pleurer un enfant. Mais un peu le même principe là, sur Porta Flora, tu sais, c'est ça, Sarah, elle avait beaucoup de peine pour vrai à certains moments, puis là, il y a un côté que tu dis, c'est du bon contenu, on véhicule une émotion vraie, c'est sûr qu'il faut tourner ça, mais là, le côté maman en moi, qu'il y a des enfants, puis qui voient un enfant pleurer, j'ai le goût de tout arrêter, puis juste la prendre dans mes bras, puis on arrête de tourner, tu sais. Puis dans le fond, mon gauge, entre guillemets, là, ma façon, c'était, je me fiais aux parents, je me fiais à Sally, la mère de Sarah, Sally, tu me le dis quand il faut qu'on arrête, c'est ça. Puis ça faisait partie de son processus à Sarah aussi. Là, non, elle était dans la scène, puis elle voulait être triste pour de vrai dans la scène. Fait que... Puis il y a plein de, honnêtement, là, il y a plein de moments où si on faisait juste les laisser vivre dans le silence, à la fin d'une scène ou au début d'une scène, leur visage véhiculait beaucoup d'émotions sans même qu'eux le sachent. Fait qu'il y a beaucoup de petits moments clés. Là, je suis peut-être en train de dévoiler un secret que je ne devrais pas, là, un secret de réalisation d'enfant. Mais il y a beaucoup de moments qui ce n'est pas des vrais moments. C'est-à-dire que tu fais juste rouler une dizaine ou quinzaine de secondes de plus entre les répliques. Ou tu sais, s'il y a un enfant qui a comme un blanc de mémoire d'une réplique, tu ne coupes pas, tu continues à rouler. Puis ce beau silence-là, le regard en dit beaucoup en montage, tu sais, dépendant de où tu le places, ce regard-là. Fait qu'il y a beaucoup de ça avec les enfants, tu sais, c'est un peu une petite manipulation de montage, mais qui est super efficace. Puis, ça aussi, je l'ai compris grâce à Rustic, puis même avant, là, tu sais, j'ai fait une série pour enfants. La clé, c'est de faire un casting que tu peux mouler ton personnage aux enfants et non le contraire. C'est que moi, quand je suis allée à la recherche de ma petite Wabigonie, je suis allée à la recherche de quelqu'un que je sais que je pourrais mouler mon personnage à cette personne-là, au lieu de demander à un enfant de devenir comédien. Tu sais, ils deviennent comédiens automatiquement parce qu'ils sont sur un plateau, mais en même temps, je me fie à ses qualités naturelles, puis je vais modifier ma direction, puis modifier même la courbe du personnage en fonction de ce qu'il nous donne naturellement. Tu sais. Fait que, comme Russell qui joue Kiwedin, le petit Rémi, il était naturellement très, très sérieux, une tête forte, super intelligent, super curieux, voulait tout comprendre. Fait que j'ai moulé mon Rémi à Russell, tu sais, pour que ça soit juste naturellement, ça devenait lui, tu sais. Je pense que ça, c'est une bonne clé pour quand on travaille avec des enfants. Là. Effectivement. Et il y a le fameux effet Kuleshov, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand, au montage, un visage peut signifier différentes choses si on le place entre les bons plans. Mais là, encore une fois, c'est un travail. Il faut que ça soit bien fait. Puis ça demande du doigté. C'est pas parce qu'on l'énonce la règle qu'elle est automatiquement applicable. C'est quelque chose de très organique pour travailler avec des êtres humains, des budgets, des horaires. Des horaires, j'allais le dire. Voilà. Alors, oui, c'est compliqué. Une chose aussi que permet la série, contrairement même au long métrage, là, puis, à moins qu'il fasse 6 heures, le long métrage, c'est vraiment de
de faire progresser l'histoire dans le temps. Hein. Les personnages, on les voit enfants, puis on les voit adultes. Et là aussi, il y a une profondeur historique qui est gagnée par la longueur du produit et par les épisodes aussi, le fait de couper en épisodes. Ça permet, quoique là, c'est beaucoup à l'intérieur de chacun des épisodes, puisqu'on procède en flashback. Mais ça permet de donner ce poids historique, je pense. Je pense pas. Ça aurait été plus dur de le faire, je pense, en 1 heure ou 1 heure et demie. Ah, je pense que oui. Je pense pas qu'on aurait eu le. Ben, c'est sûr qu'on aurait échappé plein de sous-thèmes, puis plein de courbes de d'autres personnages si on avait fait juste un long métrage qui tentait de parler autant de l'époque où les enfants étaient dans le pensionnat que les répercussions sur plusieurs comme décennies de leur vie. Ça aurait tout passé vraiment trop vite si on avait fait ça dans un long métrage. Alors que dans une série, ben, oui, c'est une série de 6 heures, mais j'ai essayé de le traiter comme un long film de 6 heures. Là. Ça permet vraiment d'aller plus en profondeur dans les différents timelines, là, permettez-moi l'anglicisme. Là. Donc, d'aller en profondeur dans les années 90, de vraiment établir les personnages dans le contemporain, dans le moment présent, puis de faire des parallèles entre l'enfance puis le présent, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça que je voulais. Je voulais qu'à un moment donné, les lignes du temps, tu sais, qu'on fasse des va-et-vient n'importe quand ça fonctionnait avec l'histoire et non le faire à l'aide d'un mécanisme ou de quelque chose de super évident que, ouf, on change de temporalité. Tu sais, je voulais que ça se chevauche puis que ça devienne quasiment comme des morceaux de casse-tête qui s'emboîtent naturellement puis qu'on soit capable, nous, tu sais, dans les spectateurs, de voguer à travers les époques puis de plus faire des liens émotifs et thématiques plutôt que la chronologie de l'histoire. Personnellement, la chronologie, à un moment donné, elle devenait secondaire. C'était vraiment juste les répercussions. C'est avec ça que je voulais faire des va-et-vient passé-présent. C'est ça, je voyais, il me semble que à la 6e épisode, c'est comme si je voyais une enfilée d'aiguilles que tu tires tout d'une shot et tout se résume. C'est en plein ça. C'était vraiment. Puis l'épisode 6 a été vraiment dur à écrire et dur à monter parce qu'on avait tellement de contenu. Le premier montage de l'épisode 6, je pense, donnait 65 minutes, puis il fallait que je coupe ça à 44. Aïe, aïe, aïe. C'était atroce, là. Donc, c'est sûr, à un moment donné, moi et ma magnifique monteuse qui s'appelle Isabelle Malenfant, on a comme dit, OK, l'épisode 6, là, c'est à propos de Flora. Elle est tellement passagère en épisode 1, 2, 3, 4, 5. Elle est dans la trame du présent, là. Elle est tellement passagère de la courbe des autres personnages. Faut que ça sorte en épisode 6. Donc, tout ce qui n'était pas lié directement à Flora a pris le bord. Mais là, ça veut dire qu'il y a plein de courbes de plein de personnages secondaires qui ont pris le bord. Mais c'est correct, tu sais, ça s'appelle Pour toi, Flora. On va le finir avec Flora, tu sais. Puis, ben, c'était ça en écriture. En écriture, c'est que j'avais créé, tu sais, c'est un tronc d'arbre, puis là, tu as plein de branches, mais c'est ça. C'est comme tu as dit, Alexandre, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses une espèce de wrap-up, que tout ce qui n'était pas clair devient clair, mais sans que ça sonne hyper voici pourquoi on a écrit ça, voici pourquoi. Tu sais, que ça se fasse quand même artistiquement, de façon intéressante, tout ça, là. Fait que ça m'a pris du temps à l'écrire, cet épisode-là. Oh là là, presque 1 an, juste cet épisode-là. Est-ce que c'est pas du matériel pour la suite de la série? Parce qu'il me semble non. Parce que quand on va sur Tout TV, c'est marqué S1. Moi, devant chaque épisode, alors moi, je voyais série 1. Puis après ça, il y aurait série 2, où là, on rentrerait dans le processus judiciaire, non? Ben, il y a plein de monde qui me l'ont demandé, même les diffuseurs. Moi, je ne serais pas capable, honnêtement. Ça a été de loin le projet le plus exigeant de ma vie. Là. Puis quand je dis exigeant, je veux dire sur mon cœur, sur ma tête, sur mon corps. Ça a été un 5 ans vraiment difficile, ben avec une pause. Là, puis j'ai quand même, j'ai fait Rustic, Oracle, puis tout ça. Mais quand même, là, les 3 dernières années à temps plein sur ça, baigner dans la douleur de gens, continuellement être rappelé à quel point que c'est lourd et difficile comme sujet,
travailler avec des gens, tu sais, que c'est encore là, c'est encore direct sur le cœur, là. C'est frais, 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 même si on parle de là plusieurs années. Je serais pas capable de refaire ça, honnêtement. Donc s'il y avait une saison 2, je pourrais pas, l'écrire et la réaliser. Ça serait vraiment trop difficile. Puis j'ai l'impression, moi, j'aime la façon que la boucle se ferme. Je comprends qu'il y a plein de possibilités, là. Effectivement, il pourrait avoir, tu sais, il pourrait avoir les procédures judiciaires, il pourrait avoir, ça a l'air de quoi, un retour à la terre à 65 ans, tu sais, il pourrait avoir, tu sais, la vie de Jean-Charles maintenant qui reprend, tu sais, qui retrouve une relation avec son père, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi la vie d'un Antoine et d'une Juliane qui, là, à 30 ans, font comme Hey, ça veut dire quoi être autochtone? Tu sais, tout ça, c'est des thèmes qui pourraient être tellement explorés, puis ça serait super intéressant, mais il faudrait que quelqu'un d'autre le fasse. Ou qu'on le fasse en partenariat, parce que je ne peux pas porter ça toute seule. J'ai vraiment envie d'aller dans de la comédie, honnêtement, là, j'ai vraiment envie d'aller dans la comédie. J'ai besoin d'aller dans de la comédie. Alexandre rit déjà, il veut être casté, lui. J'aimerais aussi que, justement, on parle des acteurs, parce que justement, hier, pour une journaliste me demandait justement la représentation des Autochtones à l'écran, puis ça m'a amené à parler des acteurs, de remonter à Chief Dan George, à CBC, puis à Hollywood, etc. Et justement, le rôle d'un acteur autochtone, comment il peut changer les choses. Et je me souviens des années 90, justement, je ne sais pas si c'était 94, 95, on avait fait une journée de réflexion sur le fait que les Autochtones n'étaient pas castés dans les rôles autochtones à l'époque. Et on avait demandé à un fameux premier assistant des longs métrages québécois de l'époque, je ne le nommerai pas parce qu'il n'était pas bien méchant. Il est venu d'ailleurs volontiers affronter les Autochtones et nos critiques, et gentiment. Mais lui, ce qu'il disait, c'est la loi du nombre. C'est comme il y a peu d'Autochtones, la proportion qui ont le talent de jouer, forcément, est bien mince. Et donc, il n'y en a pas assez. Il faut prendre des non-autochtones pour jouer les rôles d'Autochtones, parce qu'on va en avoir juste un qui devrait jouer tous les rôles. Simple loi des grands nombres. Évidemment, je n'étais pas d'accord, moi. Je veux savoir combien il y a tant qu'à ça, Yannick Nézet-Séguin ne devrait pas être chef du Metropolitan Opera. Les Québécois sont tellement peu nombreux par rapport aux Américains à étudier dans les conservatoires. Bref, cette notion ne tient pas la route bien longtemps. Mais quand on voit effectivement, pour toi, Flora, là, rétrospectivement, je me dis, j'espère que, comme le frère machin truc, qui est encore en vie pour voir ça, et ravaler ses mots, au moins dans son esprit, parce que, effectivement, tu sais, quand on voit Dominique Pétain, quand on voit tous ces gens-là, ils apportent une vérité que, oui, d'autres acteurs pourraient bien jouer ce rôle-là, mais ça n'aurait jamais cette force d'authenticité qu'il y a là. Absolument. Ouais, puis je dirais que au départ, on avait parlé de casting avec les diffuseurs, puis il y avait des noms qui sortaient, puis tout de suite, Jason et moi, on a fait ça va être tous des Autochtones, puis on les connaît, puis on va aller les chercher, puis on sait qui a du talent, puis qui est capable de porter cette série-là, qui est capable de porter ces personnages-là. Il y a vraiment juste les personnages de Juliane et Antoine que j'avais envie que ça ne soit pas des gens autochtones parce que justement, dans leur courbe à eux, qui découvrent ce passé-là, comprennent rien. Fait que je trouvais ça intéressant justement que ça ne soit pas des gens qui naturellement le porteraient. Tu sais, ça aurait fait un peu bizarre. Puis là, ce qui est le fun, c'est que, bien, premièrement, là, il y a plein de gens que nous, tu sais, dans nos cercles qu'on connaît, on sait qu'ils sont pleins de talent, mais là, c'est le reste du public qui va enfin les découvrir parce que
pour répondre à ce que ce premier assistant avait dit, c'est un cercle vicieux, là, parce que si on dit, ben il n'y en a pas assez, donc il n'y a pas assez de talent, OK, mais si on laisse jamais la chance à personne, c'est une roue dans laquelle on ne pourra jamais s'insérer. À un moment donné, faut aussi donner la chance à ceux qui ont naturellement un talent de se faire voir puis de montrer justement leur talent puis de prendre de l'expérience. Puis c'était un autre des points que j'avais pas tant aimé de la critique d'Hugo Dumas qui disait qu'il y avait un déséquilibre chez certains acteurs. OK, mais ça vient aussi avec le fait que ces gens-là qui ont quand même un talent, c'est peut-être leur première ou leur deuxième série. À un moment donné, ça prend de l'expérience aussi pour en avoir. Tu sais, moi, j'ai espoir que cette série-là, qui a plein de comédiens talentueux autochtones, bien, que ça soit un tremplin pour le prochain projet qui va peut-être être réalisé par quelqu'un d'autochtone, mais peut-être juste réalité. Ça pourrait être un personnage qui n'est pas forcément dans une histoire ancrée, dans une histoire autochtone, que ça soit vu pour des gens talentueux. Puis c'est une des raisons d'ailleurs que je voulais même prendre des comédiens qu'on connaît, qui sont autochtones, mais qui jouent des rôles non autochtones. Tu sais, c'est pour ça que je voulais faire ça avec Charles Bender. Tu sais, puis il était game, fait que go, allons-y, pour justement regarder comment on est super talentueux, puis on est capable de jouer n'importe quoi. Tu sais. Fait que, mais non, effectivement, ça n'aurait pas été possible que Rémi et Flora soient joués par des non-autochtones. Ça aurait, tu sais, Rémi, c'est Marco, là, point. Tu sais, c'est ça. Belle performance en plus de Marco. J'ai jamais vu cette performance-là. Ça m'a vraiment touché, là. Surtout à la fin. Ouais. Ah ouais, Marco, il s'est vraiment laissé aller là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, dans les derniers épisodes, là, tu sais, puis même dans l'épisode 4, même que, tu sais, des fois, il fallait quasiment que je le retienne. Tu sais, je sentais que c'était très, très, très à vif, tu sais, comme blessure qu'il allait explorer. Puis, ouais, j'en ai fait des câlins pendant le tournage. Même si on était en temps COVID et on n'avait pas le droit, j'avais un masque, mais je faisais des câlins pareil. Oui. Je lisais dans The Guardian parce que souvent c'est un propos qu'on nous reproche aux Autochtones, dire vous voulez rien que des personnages autochtones, vous ne comprenez pas c'est quoi le jeu. Mais je regardais, en Angleterre, il y avait tourné une série à propos de la Shoah. Et il y a des Juifs qui ont protesté disant écoutez, c'est notre histoire, on l'a vécu là, dans notre chair, dans notre peau, dans nos familles, dans le fait qu'on a été décimés. Et c'est pratiquement de l'indécence de ne pas d'abord caster des Juifs quand on parle de Shoah, parce que c'est une histoire qui est là. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que la marginalisation des Autochtones, y compris le fait qu'on ne les voyait pas à l'écran, puis le fait qu'ils ne pouvaient pas raconter l'histoire de leur point de vue, c'est encore quelque chose qui est réel. Là. Quelque chose comme pourquoi Florence, si c'est une première, c'est bien parce que on vient de briser, en tout cas au moins de faire une ouverture dans le plafond de verre qui n'était pas là, qui n'était pas permis il n'y a pas si longtemps. D'où l'importance, je pense, d'avoir des acteurs autochtones. Ah, absolument. Puis avoir des créateurs autochtones, surtout pour une histoire aussi lourde que les pensionnats. Puis heureusement, on avait un diffuseur qui abordait dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'ai fait le pitch, André Béraud m'a dit il est à peu près temps qu'on fasse cette série-là, mais jamais que j'aurais pu dire oui à une équipe non autochtone pour raconter spécifiquement cette histoire-là. Donc, même lui avait cette conscience-là de il y a certaines histoires qui appartiennent à un peuple, qui doivent être racontées par ce peuple-là pour que l'histoire elle soit vraie, authentique, qu'elle soit porteuse aussi de guérison pour le peuple qui a été atteint. Fait que je comprends tellement la population juive d'avoir réagi comme ça sur un projet. Puis, jusqu'à tout récemment, puis c'est sûr qu'André, tu le sais, là, avec un festival comme Présence autochtone, c'est clair, mais jusqu'à il y a quelques années, 99% des films avec une thématique, des personnages ou une courbe dramatique autochtone
étaient créés par des non-autochtones. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on raconte nos propres histoires. Fait que oui, c'est un plafond, mais là, il est plein de fissures, là, le plafond. Là. On donne plein de coups de poing dedans, là, ça va tomber dans pas long. Là. Il m'a semblé aussi que c'était peut-être pas première, mais pas loin, peut-être une deuxième, une collaboration entre APTN et Radio-Canada, je pense. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est vraiment pas habituel? Là? C'est vraiment pas habituel, puis ça a été vraiment cool. Puis là, ce que j'ai compris, là, c'est qu'ils veulent continuer à faire ça. Ils veulent continuer à développer, surtout pour de la dramatique. Puis je pense que ça va donner un bon coup de pouce à APTN, surtout du côté francophone, parce que APTN est magnifique, mais ils n'ont pas des enveloppes budgétaires gigantesques, surtout du côté francophone, parce que ça représente juste un certain pourcentage de leur programmation. Donc, avoir un partenariat avec un diffuseur qui a peut-être les poches un petit peu plus profondes, comme on dit, ça va aider à avoir des séries dramatiques sur les ondes d'APTN et aussi de s'assurer, tu sais, eux autres comme diffuseurs des Premières Nations, aussi des peuples autochtones, s'assurer aussi de la perspective autochtone, de seconder ça avec les créateurs autochtones, de garder la perspective autochtone dans le contenu. Là. Dans le fond, c'est un allié supplémentaire pour les équipes créatives. Ceci dit, Radio-Canada sont magnifiques. Je n'aurais pas pu demander de meilleurs partenaires. Là. Ils ont été extraordinaires tout le long, vraiment. Bon, ben pour une fois qu'on a du bien à dire de Radio-Canada, on ne s'en privera pas. Non, c'est clair. Moi, j'ai juste des éloges par rapport à ce projet-là. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est drôle parce que on entendrait, tu le citais, c'est le Blériot, le producteur à Radio-Canada, Béraud. Béraud qui dit qu'il faut que ce soit raconté par les Autochtones. Il n'y a pas si longtemps, on voyait à pleine page dans Le Devoir une dramaturge mondialement connue dire que c'est mieux quand ce n'est pas les Autochtones qui racontent les histoires autochtones. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même un revirement de situation par rapport effectivement à ce qui était un courant dominant il n'y a pas si longtemps. Je sais, je lisais la biographie de John Ford, par exemple, qui était très repentant à la fin de sa vie sur les westerns assez racistes qu'il avait réalisés. Et il a voulu se reprendre avec Cheyenne Automne, qui est une histoire racontée du point de vue des Cheyennes. Il voulait, puis il était un homme riche, reconnu, le plus grand, plus gros cinéaste que ça se pouvait pas. Puis il y a un grand âge qui amène tout le respect dû aux cheveux blancs et à la longue expérience. Il a voulu, dans les rôles parlants, mettre des Autochtones. Il n'a pas été capable. C'était bien interdit à Hollywood. Alors, tout ça pour dire que... puis là, on ne parle pas d'il y a 3 siècles, là, on parle il n'y a même pas 100 ans, on parle d'il y a 50, 60 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un tournant qui est pris, il y a un changement qui est pris. Et là, on va travailler fort pour qu'il dure. En tout cas, avec toi en tête de fil, là, ça va mieux. Ben, j'essaie, en tout cas. Là. J'essaie, puis c'est ça, moi, Jason et moi, on s'est dit que ça allait être ça notre mandat là, des prochaines années. C'est là, on le sait qu'on a des portes ouvertes un peu partout, mais là, il faut rentrer du monde dans la porte avec nous. Il faut qu'il y ait d'autres mondes qui rentrent. Donc, moi, c'est ça que je veux faire dans les prochaines années. Je veux aider ceux qui ont des histoires à raconter ou qui veulent être à l'écran ou qui veulent écrire ou qui veulent réaliser, puis qui ne savent pas trop par où commencer, où aller, à qui parler, quoi faire. Ben moi, je veux faire partie de ceux qui tendent la main et qui disent « Gars, viens par ici, je connais telle personne. » Puis parce que j'ai l'impression que moi-même, de mon existence, de qui je suis, je commente les deux. J'ai comme un pont. Fait que je vais m'en servir comme pont, puis je vais amener du monde, puis je vais dire « Go! » C'est à votre tour d'écrire les histoires. Bon, ben écoute, prends ça en note, Alexandre. Là, Sonia, on va lui demander de donner des masterclass pour les 4 prochains festivals au moins. C'est bon. Go! Prends ça en note. En passant, c'est ça, j'avais une question. Pourquoi Charles Bender? Je pense qu'il y a une raison particulière pourquoi tu as choisi Charles Bender de jouer le rôle qu'il a fait dans la série. Là. Ben, ouais.
Ben, premièrement, c'est parce que je savais qu'elle allait être capable de jouer ce rôle-là parce qu'il est super talentueux. Deuxièmement, étant donné que c'était un religieux vraiment pas fin, fait qu'il y a des interactions pas gentilles avec les enfants. Puis, tu sais, c'est un de ceux qui interagissent même physiquement dans certaines scènes avec les enfants. Fait qu'en prenant quelqu'un d'Autochtone, puis de sensible et de gentil comme Charles, ça permettait de rendre ça beaucoup plus ludique avec les enfants. Prenait une attention particulière. Même juste au niveau de faire une petite cérémonie là, après des scènes un peu difficiles. Ils comprenaient tout ça, cet aspect-là. Fait que moi, ça m'assurait d'avoir quelqu'un comme Charles pour jouer ce rôle-là, que les enfants pouvaient bien voir qu'il n'était pas méchant. Puis je savais, moi, je voulais travailler avec Charles. En fait, on s'entend, là, moi, j'ai un petit côté, j'étais bien chanceuse, là, je pouvais travailler avec plein de monde avec qui j'avais envie de travailler là, dans cette série-là, là, tu sais. Puis là, ben, c'était de trouver où le placer aussi, Charles. Puis, par rapport aux autres personnages autochtones, j'arrivais comme pas nécessairement à le caser non plus. Fait que mais le côté égoïste en moi voulait vraiment travailler avec Charles. Fait que j'étais comme, ben... Puis là, c'est là que j'ai eu une conversation avec lui. Puis j'ai dit, si t'es prêt à jouer ça, moi, j'aimerais t'offrir ça. Puis il a réfléchi un peu, mais pas tant que ça. Il a fait, OK, go. Et puis, ben, c'est sûr qu'il a réfléchi parce qu'il a fait, OK, mais ça va être quoi les répercussions? Comment les gens vont le percevoir? Puis j'ai dit non, moi je pense que les gens vont juste embarquer dans ton personnage, puis peut-être même qu'il y a des gens qui vont oublier que c'est toi. Puis je sais qu'il y a des gens que c'est ça que ça a fait. Ça a fait hey, c'était Charles Bender, ça, qui a joué le parfum. Fait que ouais, toutes ces raisons. Moi, ça m'a fait sourire tout le long. À chaque fois que je le voyais parce que c'est tellement le contraste de tous les rôles que j'ai connus qu'il a fait. Il n'a jamais joué ce rôle-là. Puis moi, j'ai comme compris que ouais, je pense que c'est peut-être un élément sécurisant qu'un autochtone joue un prêtre méchant. Que celui qui va fesser sur les enfants à l'écran, ça va. Lui, au moins, il va être. J'imagine qu'il va savoir il va savoir gérer ça. Exactement. C'est exactement ça. Puis d'avoir des rapports avec des parents. Tu sais, il était comme super gentil avec les parents. Fait qu'il y avait quelque chose de rassurant que ce soit lui qui fasse ça. Définitivement. Et en plus, ça peut ouvrir plein d'autres rôles à Charles. Maintenant, il va pouvoir caster pour les brutes sadiques partout. Là. Et voilà, le méchant de service au Québec maintenant, Charles Bender. Voilà. Après Mad Dog Vachon, Charles Bender. Et voilà. Est-ce que tu as des mots en atikamekw à nous enseigner aujourd'hui, Alexandre? Ben oui, ben c'est ça, je m'étais intéressé. Ça faisait quelques temps que j'y pensais aussi, mais je pense que Flora serait un bon mot. Quand on dit Flora, ben ça parle de fleurs. Puis en Atikamekw, c'est ça, ils disent, en Anishinaabe, ils disent Wabgun, Wabguni. Je fais une petite recherche du fleur, là, du latin fleur, floss. Ça peut aller très loin, en fait, si on fait la recherche. Là. Fait que floss, c'est comme de l'indo-européen, qui veut dire fleur ou bourgeon. Puis si on va vers le grec, mais c'est comme une feuille. Fait. Déjà là, c'est vraiment descriptif là-dessus. Les clés des plaines, ils disent Wabikwanis. On dirait plus que c'est une petite fleur pour nous autres à ce moment-là, en diminutif. Sinon, ils disent Wabagwani ou Wabigwani. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit que c'est une fleur blanche aussi quand on dit Wabigwani. Wabigwani. Il y a genre une lettre qui change, puis on sait déjà que c'est une fleur blanche dont on parle. Tu vois que les autres mots, ça ressemble beaucoup. Wabigwan, Wabigwani. 4-7 Cree, Wabigwani encore. En Inuit Imun, Wabgun. En Anishinaabe, c'est Wawaskune. Une fleur, plante fleurie. Ojibwe, c'est Wabigwan, même chose. Je n'ai pas marqué en Atikamekw. Ah oui, en Atikamekw, c'est Wabguni. Mais si j'essaie de décortiquer un peu qu'est-ce que ça veut dire Wabguni, parce que, tu sais, on dit Wabguni, on ne va pas dire que c'est fleur. Comme quand on dit en français, fleur, ça veut littéralement dire une feuille, en fait. Mais j'ai consulté quelques personnes qui sont très calées en Atikamekw, puis je reviens là-dessus. Mais dans le fond, si je faisais un rapprochement avec les autres mots, on peut dire que Wabao, ça c'est quand c'est blanc. Mettons, on parle surtout d'un lever du soleil. Mettons quand le soleil commence à se lever, on dit Wabao, agi Wabao. Wabashto, ça c'est quand ça s'éclaire, quand ça éclaire. Et Wabashik, c'est comme je dis, quand ça devient blanc, quand ça devient clair. Et Wabagak, je pense que
J'ai déjà entendu ce mot-là, mais on dirait que c'est comme un mot quand on parle, mettons, dans un étendue d'eau. Mettons, quand tu es sur un étendue d'eau, là c'est assez clair. Puis quand on parle de la vue, en fait, wabio, ça c'est voir littéralement. Fait que, ce que je comprends avec le WAP, c'est quelque chose qui veut dire blanc ou qui s'éclaircit. Il y a un nouveau mot que j'ai vu qui est sorti, c'est kakiwapiket. Ça, c'est quand on parle de témoins, mettons, quand on va à la cour municipale ou en termes juridiques. C'est comme ça qu'on les appelle, les témoins, kakiwapiket. C'est celui qui a vu. Wabake, ça, c'est quand on parle de futur. Ça, c'est, mettons, ça, c'est un temps de verbe, en fait, qu'on dit wabake, wapike, quand il va faire jour. Wasea, clarté, quand le jour se lève, ça ressemble un peu à waskune. Puis waskurebrin, ça, c'est quand il y a un éclair, c'est une étincelle d'électricité. Puis quand j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, wabguni, en fait, c'est ça que ma mère m'a dit, c'est une plante qui pousse avec le lever du soleil quand il commence à faire chaud. Fait que littéralement, ça va vraiment avec la clarté du soleil, le blanc du soleil, fait que le fait qu'on soit illuminé, en fait, comment on a défini cette fleur-là, la wabguni, là. Puis je me demandais qu'est-ce qu'il voulait dire kuni, mais tout ce que j'ai trouvé comme mot qui pop-up, c'est avec la plume, le migun. Je ne sais pas si ça a un lien avec wabguni, avec migun. Mettons, une plume comme un genre de plume verte, là. C'est ça que je me pose comme question pour wabguni. Bon, en tout cas, on voit que pour toi, Flora, ça nous amène vers la lumière. La clarté. La clarté au niveau de la perception historique. Et on l'espère un jour, des jours ensoleillés devant nous. D'ailleurs, parlant de jours ensoleillés, on a plein d'activités en juin. Je me permets de les rappeler. Tu m'aideras, Alexandre, parce que tu sais que la mémoire est dans la pigmentation des cheveux. La preuve, c'est quand ils sont blancs, on en a pour la paire. Alors donc, on a demain, mais je pense que c'est déjà complet. Je vais aller voir. Mais avec le nouvel ensemble moderne, on va rencontrer le compositeur Tim Brady, la poète Joséphine Bacon, la soprano Inouk Dianta Edmonds et les musiciens et les musiciennes du nouvel ensemble moderne parce qu'ils sont en train de répéter une Ouyesh, c'est 7 poèmes tirés du recueil Ouyesh de Joséphine Bacon, mis en musique par un auteur classique contemporain. La création va être le 14 août dans le cadre de Présence autochtone, mais là, on va avoir une rencontre, une soirée rencontre. Le nouvel ensemble moderne est une soirée exploratoire avec les artistes. Alors, tous les artistes, aussi bien compositeurs qu'interprètes, pour parler de cette collaboration culturelle. Alors, ça va être assez fascinant. Ça va être bien animé, c'est moi qui l'anime. Et puis, par la suite, il ne faut pas oublier, on aura, je crois que c'est le 17, Alexandre, qu'on a sur le midi, 17 juin à midi, on a le maître Paul, Pierre Kwagmilnou, auteur, compositeur, interprète, dans les jardins de la grande bibliothèque. Donc, c'est pas du côté Maisonneuve, là, c'est en allant vers Ontario qu'on trouve des jardins derrière la grande bibliothèque. Et on va inaugurer un espace concert qui va être là pour l'été. Donc, les Premières Nations inaugurent, c'est normal. Hein? Et puis, on aura aussi le lendemain, 18, toujours à la grande bibliothèque, cette fois à l'intérieur, dans l'auditorium, Natacha Canapé-Fontaine qui va reprendre une lecture de Ekwan Nin Metchimanitou Inushkweu, le texte en français « Je suis une maudite sauvagesse » de Anne-Anthony Capèche, hein, qui est un classique de la littérature autochtone, et la jeune poète slameuse qui rend hommage, dans le fond, à la grande pionnière qu'a été Anne-Anthony, avec toute l'intensité qu'elle peut y mettre. Ça va être un très beau moment de la grande bibliothèque. Alors, c'est sur présenceautochtone.ca. C'est où on trouve le lien, Alexandre, pour s'inscrire, là. En tout cas, ça,
c'est une soirée à ne pas manquer. Je pense qu'elle va être aussi diffusée sur Internet, mais sur place, là, il y aura une très, très, très belle intensité. Puis le 21 juin, on va être sur le quai de l'Horloge. À 11h30, on se retrouve pour qu'à midi, au Zénith, on allume le feu du jour avec les aînés Mohawks. On aura la grande chef Sky Deer, Ganaboggy, qui va être là, avec la mairesse de Montréal. Donc, des femmes capables de parler avec cœur et raison de justice d'abord et de réconciliation ensuite. Alors, c'est tout ça qu'on va fêter. Et en même temps, ben, ma foi, pour ceux qui ont raté les épisodes en direct de Pourquoi Flora, ben là, courez vite sur tout.tv pour TOUT.tv pour voir cette œuvre incontournable. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses, Alexandre? Les projections à la Cinémathèque, hein? Oui, on a les projections à la Cinémathèque. On a d'abord Mémoire battante. Oui, il fallait bien que j'oublie Mémoire battante. C'est l'œuvre majeure d'Arthur Lamotte. On dit Arthur Lamotte a travaillé avec les aînés, là, notamment M. Jourdain, puis M. Jourdain et André, les grands savants de la culture inou qui ont passé leur vie sur le territoire. Et là, il est question de tout le rapport avec le monde spirituel, donc aussi bien la signification du tambour, des chants, des songes, la scapulomancie, la tombe tremblante, vraiment tout ça expliqué et mis en regard aussi des textes, c'est dit par Gabriel Arcan, là, des textes des jésuites qui étaient complètement éberlués par un univers auquel ils ne comprenaient rien, mais qui ils ont quand même bien parlé de leur étonnement devant des phénomènes qu'ils jugeaient diaboliques. Et alors donc, le Mémoire battante d'abord, et toujours un autre film qui est sorti, je pense, la même année, en 83, en tout cas dans les mêmes années, Les 6 saisons à Tikamek de Pierre Dinel et Pierre Yvon. Alors là, on est vraiment là aussi dans la culture traditionnelle, les travaux et les jours selon les saisons, hein, qui ne sont pas les mêmes. Alexandre nous a expliqué ça de façon fort compétente déjà. Alors, allez revoir nos podcasts pour bien comprendre qu'il y a 6 saisons chez les Atikamekw. Ou encore, venez à la grande bibliothèque. Ça va être un beau moment parce que plusieurs aînés Atikamekw vont être là pour revoir le film dans des conditions évidemment magnifiques. Là, un tournage où celui-là, qui a été fait, 2 tournages qui ont été faits à une époque où on avait du temps pour tourner et où la rencontre entre le cinéaste non autochtone, parce qu'il n'y avait pas de cinéaste autochtone à l'époque, mais des gens très respectueux de la parole autochtone qui venaient à l'écoute des Premières Nations et qui nous ont laissé des documents patrimoniaux absolument extraordinaires. Alors, merci à la Cinémathèque québécoise de nous permettre de les montrer. Et on invite évidemment tout le monde à déjà acheter son billet en ligne parce que ça aussi, ça part vite alors que les autres activités, évidemment, sont gratuites à la grande bibliothèque et à la salle Claude Champagne pour la soirée exploratoire autour de Ouyesh. Mais dans tous les cas, il faut aller, mieux vaut réserver d'avance. Dernière chose, la semaine prochaine, on va voir Courtney Montour, le podcast. Ah oui, ah. On va parler de son lancement de film qui va être diffusé gratuitement. Married to Axe Early, je suis redevenu indienne à l'ONF. Ça va être diffusé, streamé en ligne partout au Canada gratuitement. On va parler de ça pour la semaine prochaine avec Courtney Montour. Oui, très bon film en passant. Très bon film. Oui, et quel personnage extraordinaire, Married to Axe Early. Et Courtney aussi. Oui, bien sûr. Là aussi, on a un rapport entre la jeunesse actuelle qui s'affirme et un hommage à une grande prédécesseur, je ne sais pas comment on féminise, une grande prédécesseur. Voilà.
Ah, j'ai lu dans une Française m'a écrit et elle parlait d'empuissancement. Oh! Traduire empowering, j'ai trouvé ça intéressant. Empuissancement. OK, c'est bon, je le C'est note. bon. Oui, moi aussi je l'ai noté. Et je pense que ça finit notre partie linguistique et Ouais. notre podcast. C'est bon. Est-ce que tu as un petit dernier mot, Sonia, pour un mot de la fin? Ouais, tout simplement, Nyongoa, merci pour l'invitation. Puis au plaisir de vous voir en vrai bientôt. Ouais, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Puis c'est vraiment fun de discuter à propos de ton bébé, de ta série. J'ai super adoré ça. Je pense que le monde mériterait à regarder ça. Ça fait du bien de l'écouter aussi. On parle beaucoup de crainte aussi que des gens, ça va être triggering, mais moi, ça m'a comme mis un peu plus de baume sur le cœur parce que ça m'a permis de comprendre un peu plus le trauma de mes parents, puis de mes grands-parents aussi. Là. Merci, Négoce. Alexandre. Nyongoa.